Bonjour Claude. Bonjour Françoise. Alors bienvenue pour la suite de nos pérégrinations à travers le champ lexical de la crise. Merci beaucoup Françoise. Donc je voudrais poursuivre un petit peu ce qui a été dit précédemment et reprendre un peu le problème différemment. On a vu que la question de la sécurité, la question du risque, la question du danger impliquait finalement que l'on se prémunisse d'un certain nombre de difficultés de l'existence et que pour se prémunir de ces difficultés, il fallait un état de droit et que cet état de droit impliquait des lois et la garantie et le respect de ces lois. Alors je voudrais évoquer, pour reprendre un peu ce point de manière un tout petit peu différente, en insistant un peu sur la dimension historique, je voudrais évoquer un grand sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias, qui a publié un texte en 1939 qui a été très tardivement traduit en français et qui s'intitule La dynamique de la civilisation. Et le sous-titre, c'était aussi La civilisation des mœurs. Dans ce texte, Norbert Elias fait une hypothèse extrêmement importante qui porte sur la genèse et le développement de l'État moderne en disant que cette genèse et ce développement est concomitant de ce qu'il appelle, lui, le processus de civilisation. Et en quoi consiste le processus de civilisation? Il consiste précisément dans cette maîtrise progressive des formes de manifestation de la violence. Au fond, la définition qu'il nous propose de l'État moderne, c'est le fait que l'État détient le monopole légitime de la violence. Il est le seul à pouvoir faire usage de la violence. Et c'est précisément par le cadre des lois qu'il va progressivement accaparer cette violence. Alors je voudrais juste prendre un exemple parce que je pense que c'est quand même intéressant. Si on prend toute la législation qui, sous Louis XIII et Louis XIV, va se développer autour de la question du duel. Le duel, comme on le sait, c'était une manière de régler des différends entre nobles et les nobles étant eux-mêmes habilités à porter des armes et souvent régler leurs différends par les armes. Le duel était donc l'expression même, avec tout un code d'honneur évidemment, mais l'expression même d'une violence des rapports interpersonnels qui permettait l'usage des armes pour régler les différends. Or, la législation sur le duel va consister progressivement à interdire l'usage des armes pour régler ces différends et à passer nécessairement par le biais de l'État. Donc d'une certaine façon, il s'agissait de supprimer l'exercice direct de la violence et de le médiatiser par le système des lois. Alors, le Et but, c'est de protéger la société quand même au exactement, départ. exactement. Et donc d'une certaine façon, cette captation progressive de la violence ou des usages des moyens de la violence par l'État a eu pour conséquence un adoucissement des mœurs, une pacification des relations individuelles. Et c'est précisément dans ce cadre que, d'une certaine façon, les individus vont pouvoir se consacrer à autre chose, parce qu'ils ne se sentent plus tout le temps et immédiatement menacés. Alors je prends l'exemple du duel, mais Norbert Elias prend plein d'autres exemples. Je crois que c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'il nous dit là-dessus. Donc on voit bien comment ici, la constitution de cet état de confiance et de sécurité passe par la mise en place d'un état de droit, lequel va de pair avec la civilisation des mœurs. Donc on s'affronte à l'idée du risque des relations entre les individus ou du risque de la pandémie par exemple. Donc, Alors, l'état de droit. Alors voilà, effectivement, Ça. la question c'est que dans l'exemple que j'ai pris, c'est une forme de manifestation de la violence entre des rapports individuels, alors entre des individus, pardon, alors qu'on peut tout à fait imaginer que la question de la pandémie, la question d'un virus ou d'une maladie virale, c'est pas tout à fait la même chose, ou c'est pas la même catégorie de violence que celle qui est directement la conséquence d'attitudes individuelles. Mais il n'en demeure pas moins que celui qui est contaminé, celui qui porte le virus ou le germe, est un danger, ou peut être un danger pour les autres. Et c'est précisément là-dessus, pour revenir un petit peu à une idée qui est quand même importante là-dessus, c'est que l'autre peut devenir l'expression d'un danger, d'où la nécessité, en tout cas dans une certaine logique et dans une certaine représentation de la crise, de séparer les populations saines et de séparer les populations qui sont à risque précisément. Donc là, on voit bien comment on passe
d'une forme de violence directe qui est l'expression de rapports interindividuels à une forme différente de violence, mais qui fait que l'individu, autrui, est toujours ou peut toujours être assimilé à un risque ou à un danger. Et alors, du coup, comment est-ce que ça s'enchaîne avec la normalisation d'un certain discours ou Alors, le fait d'imposer effectivement une seule vision? je te remercie Les beaucoup pour cette question parce qu'elle me tient beaucoup à cœur et je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment être attentif à ce genre de processus. Alors, j'abandonne un tout petit peu le point de vue qui consiste à se centrer ou à centrer le regard sur la violence et je reviens sur la manière de décrire ce phénomène. Je pense qu'on peut dire que quand on s'intéresse un petit peu à la manière dont les médias, les différents intervenants, que ce soit des experts, que ce soit des journalistes, que ce soit des hommes politiques, on a au début de la crise une prolifération d'interprétations, une prolifération de points de vue. Et cette multiplicité des points de vue montre qu'on ne s'est pas encore approprié de manière correcte la réalité, que cette réalité, elle nous perturbe, qu'on ne la connaît pas bien, et que donc, en voie de conséquence, on utilise des expressions, on essaye de s'approprier cette réalité. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que cette conflictualité des représentations, on peut la considérer de deux manières, soit comme un risque, pour le coup, soit au contraire comme un effet ou une expression démocratique de la diversité des opinions. Et si vous vous souvenez bien, ou si tu te souviens bien Françoise, la manière dont les journaux, je pense au Monde que je lisais pas mal à ce moment-là, rendaient compte de cette diversité des positions. Encore une fois, la controverse avec le professeur Raoult, mais aussi la controverse autour du journal The Lancet, montrait que, voilà, on n'était quand même pas vraiment au clair. Si maintenant on compare la situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette diversité des points de vue, elle n'est pas aussi évidente. Que, comme par hasard, il y a comme une sorte d'évolution vers une sorte de monopolisation d'une représentation de la crise et donc d'une définition des solutions possibles. Alors, j'en veux pour preuve un dossier qui était paru dans le Libération du lundi 5 octobre 2020, avec le titre suivant, je le lis, « Rassuriste, c'est scientifique que le virus n'inquiète plus. À rebours des praticiens de terrain qui subissent de plein fouet la deuxième étape de l'épidémie, la deuxième vague de l'épidémie, certains argumentent que les restrictions à la vie sociale sont inutilement liberticides face à une maladie qu'ils jugent en bout de course. Méthode Coué ou inconscience. » Alors ce qui est intéressant dans ce dossier quand même, qu'on trouve dans le Libération du 5 octobre, qui fait quand même 50 pages, avec toute une série d'arguments pour montrer que les rassuristes, comme on va les appeler, ont tort. C'est que déjà, le terme même de rassuriste a quelque chose de péjoratif. Finalement, qu'est-ce qu'on désigne à travers cette expression? Tous ceux qui ne sont pas d'accord. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec une certaine lecture de la crise et donc avec une certaine interprétation des solutions possibles. Alors, ils sont stigmatisés comme des opposants, comme des contradicteurs. On nous dit même qu'ils sont à rebours des praticiens de terrain. Sous-entendu, les praticiens de terrain, ils voient la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Tandis que les épidémiologistes ou les penseurs qui s'intéressent à d'autres aspects de la crise, eux sont trop loin, ils voient ça en hauteur, ils n'ont pas une véritable appréhension de la réalité. Donc, que font les journaux? Ils disqualifient par un terme péjoratif, ils stigmatisent par un terme péjoratif celles et ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec ce point de vue commun. Point de vue commun qui, entre parenthèses, est diffusé par les médias et relayé par les hommes politiques. Ou est relayé par les hommes politiques qui, à leur tour, se trouvent relayés par les médias. Donc on a cette espèce d'unanimisme progressif qui se construit avec l'avancement de la crise, et dès lors que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on va vous mettre dans le camp des rassuristes ou de ceux qui sont des râleurs ou ceux qui ne sont pas d'accord. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est... Le procureur dont tu as parlé. Oui, bien sûr. 60 millions de procureurs. Exactement. L'expression de Macron sur la France, la population française, 60 millions de procureurs, montre bien qu'il ne s'agit pas, dans un état de guerre, puisqu'on est en guerre,
de ne pas être d'accord. Plus la culpabilisation, parce que tu Alors, avais Olivier Véran qui était sorti d'un hôpital en hurlant, oui, disant qu'on ne respectait pas les le travail médecins, des... le Voilà, travail des exactement. médecins. Donc il y a en plus de la culpabilisation. Donc, mais ça, c'est la violence psychologique. C'est-à-dire que de toute façon, non seulement vous n'êtes pas d'accord, mais vous brisez le travail et les efforts de tous ceux et celles qui, évidemment, eux, travaillent sur la réalité. Parce que vous n'êtes pas dans la réalité. Et on voit bien ici que ces mots qui stigmatisent ou qui disqualifient, ce pas des mots qui sont employés n'importe comment et qui ont des conséquences. La conséquence première, c'est que progressivement se dégage une vision dominante de la crise. Alors, je ne dis pas qu'elle est objective, je dis qu'elle est dominante, comme s'il n'y avait qu'un seul point de vue possible sur cette crise, et que ce point de vue, c'est évidemment le point de vue de ceux qui nous gouvernent. Et donc, on voit bien là comment, progressivement, de cette diversité un peu cacophonique des points de vue et des lectures, on évolue vers quelque chose qui est une sorte d'unité. Alors on va appeler ça consensus, on va appeler ça point de vue objectif, mais qui n'est en fait que une des visions qu'il a emportées sur les autres. Et pas forcément avec des arguments rationnels, pas forcément avec des arguments de poids, mais parce que celles et ceux qui portent cette vision sont en position de pouvoir la diffuser et de la généraliser. Alors au final, en fait, c'est aussi une manière de rassurer tout le monde que de dire on pense tous la même chose. Oui. C'est quand même très rassurant. Ah oui, c'est rassurant. Et puis, plus que ça encore, Françoise, c'est que ça permet finalement de souligner le caractère de nécessité des solutions qui sont imposées. Puisqu'on a une seule vision, les solutions, elles s'imposent. Et donc, on n'est pas dans l'arbitraire, on ne serait pas dans les lubies de ceux qui nous gouvernent. On est véritablement dans l'objectivité, presque dans la vérité. Et donc, voilà, tout s'impose avec nécessité et on n'a pas à contester. On n'a pas à contester. Et c'est en ce sens qu'à mon avis, cette crise et la manière de la désigner sont intéressantes. Alors du coup, et c'est peut-être le mot de conclusion que je pourrais apporter sur ce point, c'est qu'on voit bien que les mots qu'on utilise ne sont pas des mots qui sont neutres, ne sont pas des mots qui sont innocents, ce sont des véritables porteurs de normes qui vont permettre progressivement de codifier cette réalité. Et c'est en ce sens qu'elle est en même temps construite par les mots qu'on va utiliser pour la désigner, pour la décrire, pour la façonner. Et on voit bien que, par exemple, le mot de rassuriste a un pouvoir d'interpellation, un pouvoir de disqualification qui montre que les mots que nous employons ne sont pas du tout des instruments ou des voiles neutres sur la réalité qui seraient toujours déjà là. Donc d'une certaine façon... Alors tout ceci est bien passionnant, donc tu veux nous continuer ce voyage? Oui, le prochain, alors écoute, pour l'instant je n'ai pas encore complètement arrêté ma décision. Alors, on garde le suspense. Voilà, exactement. Bon, Merci beaucoup, Françoise.